24. Cache-toi! Cache-toi! Putain! Ouais, reçu. Donc si le Chinook il repasse sur nous là, si en redécollant, il arrive sur nous, je t'autorise à ouvrir le feu sur le Chinook avec ton RX. Casqué, lourdement armé, l'adjudant Benjamin donne sa progression à son commandement. Je m'empare de 41 et ensuite je redirige mon action sur sud de 32. Il dirige un peloton de reconnaissance de l'armée française. À travers la taïga, non loin de la frontière russe, ils doivent ouvrir une brèche dans les lignes ennemies. Mais leur adversaire est redoutable, doté de moyens aériens importants. C'est des avions ennemis. Ils nous cherchent. Le but, c'est de nous trouver. Le but, c'est de rester le plus à couvert possible pour pas être repéré par leurs caméras. Maintenant, on sait jamais si on est repéré ou si on n'est pas repéré. Allez, mettez-moi du monde là face à droite, face à droite. Mettez-moi du monde face à droite. Au Mali, en Afghanistan, Benjamin a combattu des groupes terroristes, mais jamais une armée régulière dotée de moyens équivalents ou supérieurs à ceux de l'armée française. Ouais, 20 reçu. Vous avez été repéré? A priori, les éléments de tête auraient été repérés, oui. L'unité de Benjamin est tombée dans une embuscade. 23, fais attention sur la gauche là. 21, faire tout du feu. Les soldats français sont à peine 40 et doivent affronter un rouleau compresseur 23, cache-toi, cache-toi. qui attaque aussi par le ciel et qui a de l'artillerie lourde. Ils ne pourront pas tenir longtemps. Ça va être un souci. On n'a pas munitions limitées, on n'est pas dans des jeux vidéo. Mais tout à coup, les combats s'arrêtent. Cessez le feu, stop. Plus de tirs. Et les belligérants sortent des bosquets. Tout ça n'est en fait qu'un gigantesque exercice de l'OTAN. Baptisé Spring Storm, il a lieu en Estonie, pays frontalier de la Russie. C'est l'un des exercices les plus importants depuis la guerre froide. 14 000 soldats venus de 11 pays s'affrontent en deux camps. Le but recherché, préparer les pays membres de l'OTAN à se défendre face à une armée régulière. Fondamentalement, ça change dans le volume, parce qu'il y a beaucoup plus de monde sur le terrain. Donc on est face à un ennemi qui a les mêmes capacités, le même volume. Donc on est obligé de se prémunir de plus de menaces. Pour Benjamin, le bilan fictif des exercices est lourd. J'ai perdu l'équivalent d'une vingtaine de soldats sur mes 40. Si ça avait été en vrai, c'est compliqué. Derrière, ça veut dire que je ne peux pas continuer ma mission. Si aucun soldat n'accepte d'en parler face caméra, la possibilité d'affronter l'armée russe est ici dans toutes les têtes. Mais l'armée française est-elle prête ? Plusieurs exercices ont déjà montré les lacunes de notre appareil de défense. L'exercice Warfighter, on a eu des pertes considérables. En 8 jours, quasiment 4000 hommes hors de combat, c'est-à-dire tués, blessés ou disparus. Selon des experts, en cas de guerre à la frontière est de l'Europe, l'armée française ne pourrait contrôler qu'une zone très limitée, faute d'hommes et de munitions. Ça fait mal parce que se dire que l'armée française tiendrait 80 km sur un front qui en fait plus de 1000, on se dit, oula, c'est pas génial. L'objectif, c'est de faire 100 000 obus par an. 100 000 obus, c'est 4 jours sur le front en Ukraine. Est-ce que c'est suffisant? Ça, je peux pas vous répondre.
Une armée qui peine au moment critique à recruter et à conserver ses troupes. Alors quand on est en temps de paix, on s'en fiche un peu, mais quand la guerre est à nos portes, évidemment, là, ça devient une vraie urgence. C'est clair que l'armée française toute seule n'arrêtera pas l'armée russe si elle perce le front ukrainien. Une armée qui s'inquiète de la fascination que continue d'exercer la Russie de Poutine auprès de certains soldats et officiers, notamment dans la Légion étrangère. Les forces pro-russes Légion, ça c'est comme une secte. Cette secte fermée. Il y a quand même dans la haute hiérarchie militaire une forme de complaisance, on va dire, vis-à-vis de la Russie. Enquête sur l'état de préparation de notre armée à un conflit majeur. Voici le char Leclerc, le seul modèle de tank lourd de l'armée française. Il est présenté dans ce clip du ministère des Armées pour vanter sa puissance de feu et la modernisation de ses composants. Les atouts du Leclerc, l'ingénieur Marc Chassillan les connaît bien. Il a participé à sa conception et lui consacre aujourd'hui des livres. L'idée, c'était de faire le meilleur char du monde. C'était ça le slogan de la fin des années 80. Et factuellement, nous y sommes arrivés. Quand le char Leclerc a été conçu, nous étions dans une posture de guerre froide. On a dit, il va falloir se battre à 1 contre 3. Pour se battre à 1 contre 3, il faut tirer plus vite et il faut tirer mieux que les autres. Et une des clés de la qualité du tir du Leclerc, c'est ce canon de 120 mm qui perce le blindage des chars adverses. L'un des chars les plus rapides au monde. Un véhicule conçu pour détruire des tanks russes, réclamé avec véhémence par les Ukrainiens. Mais la France n'a pas pu leur en livrer. L'armée française a réduit comme peau de chagrin sa flotte de chars à peu près 200 exemplaires. 200 chars ne vous permet pas d'avoir de réserve. Pour des raisons stratégiques, on ne pouvait pas se défaire de du peu de capacité dont nous disposions. L'armée française observe le front ukrainien et se compare. Les Russes perdent quotidiennement 5 chars. Avec environ 220 blindés lourds, l'armée française serait à court de tanks en 44 jours. Et incapable de remplacer ceux perdus. La ligne de production des Leclerc a fermé en 2008. Ce manque de moyens, on le retrouve dans toutes les branches de l'armée française. Air, terre, mer. Au point qu'un journaliste l'a qualifiée d'armée bonsaï. C'est-à-dire qu'elle a tous les attributs d'une grande, mais en version miniature. On a un peu de tout, c'est de très bonne qualité, mais on n'a pas beaucoup. Ce qu'on constate sur ce tableau, c'est que au cours des 30 dernières années, de 1991 à 2021, le format de l'armée a été extrêmement réduit. Comment est-on passé de 1349 chars à 222 ou de 686 avions de combat à 254 en 30 ans? C'est l'héritage d'une période commencée avec la fin de la guerre froide. Thank you very much. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Après la chute du mur de Berlin et donc la fin de la menace soviétique, la France, comme tous les pays occidentaux, a cru que le risque de guerre en Europe était terminé, qu'on pouvait tranquillement encaisser les dividendes de la paix et que la mondialisation heureuse faisait disparaître cette menace. Ça explique la réduction globale du parc dans tous les domaines, que ce soit les chars, les avions ou les navires de surface. Commande annulée,
Baisse des effectifs dans l'industrie de l'armement, c'est aussi le moment où le service militaire est abandonné. En 1993, près de 100 000 nouvelles de France vont devoir apprendre à vivre sans leur régiment ou sans leur établissement d'armement. Jusqu'en 89, on dépensait à peu près 3% de notre produit intérieur brut pour la défense. En 2015, nous étions tombés à 1,4%, donc division de moitié. Il était normal de reconfigurer les choses. On ne pouvait pas rester avec la même armée. Ça aurait été absurde. On avait besoin d'une armée, on va dire, expéditionnaire, une armée plus réduite, une armée professionnelle, de meilleure qualité en termes de compétences et disponible au coup de sifflet pour pouvoir être engagé dans les Balkans, au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Afrique. C'est l'époque des OPEX, pour opérations extérieures. Les plus importantes ont lieu après le 11 septembre 2001, avec notamment l'opération Pamir en Afghanistan, Hartmann en Libye et Serval au Mali. L'ennemi n'est pas un État, mais un groupe terroriste ou une milice. Nous avions la supériorité aérienne, des moyens bien supérieurs, et nous arrivions à obtenir des résultats avec des pertes limitées. Face à la puissance de feu française, l'ennemi recourt à la guérilla. Des bombes artisanales enterrées explosent au passage des blindés français. Ça, c'est une période de l'histoire qui a duré 30 ans. Et on a eu l'armée dont on avait besoin, en fait, durant ces 30 ans. Cette période, elle se termine. Elle s'est terminée, je pense, avec l'invasion de l'Ukraine. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. C'est le retour des guerres entre puissances militaires, des guerres dites de haute intensité. La guerre de haute intensité, on n'est plus avec un dominant comme l'armée française et des groupes armés terroristes qui ont juste quelques mitraillettes et leurs sandales et quelques motos. Là, on s'affronte de bloc à bloc. Et donc, évidemment, la compétition et le jeu est beaucoup plus compliqué, risqué et potentiellement sanglant. C'est le contraire des OPEX. Et c'est une guerre d'une violence qui peut rappeler celle des précédentes guerres mondiales, par exemple. 2 jours avant l'invasion russe, le député Jean-Louis Thierriot alerte dans un rapport sur l'impréparation de l'armée française à ce type de guerre. Mais il n'est pas écouté. On pensait encore que par la diplomatie, on serait en mesure d'empêcher la Russie de succomber à son vertige impérial. Très clairement, c'était une erreur d'analyse. On ne voulait pas voir. Les armées, les dirigeants, ils n'étaient pas focalisés sur la défense du continent européen, sur la menace russe, pour dire les choses. Il y a eu une forme, oui, d'aveuglement volontaire face à la menace russe. La défense nationale, c'est comme l'assurance de sa maison. Quand il n'y a pas de sinistre, on trouve qu'elle coûte toujours trop cher. Quand il y a une énorme fuite et qu'il faut refaire les murs à neuf, eh bien on est content d'être bien assuré. Ce risque de confrontation avec l'armée russe, c'est l'accident que n'avait pas prévu l'état-major français. Cinq mois après le début de la guerre en Ukraine, les plus hauts gradés sont auditionnés à huis clos à l'Assemblée nationale. D'ordinaire si réticents à évoquer leurs faiblesses, les généraux décrivent ici sans filtre l'état de leurs troupes. Pas apte à conduire une guerre de haute intensité. 20 années de conflits asymétriques ont réduit certaines capacités. Comme la défense sol-air, les drones, les feux, le renseignement ou les moyens de franchissement. Il faudrait un plancher de 225 avions afin de pouvoir remplir sereinement nos missions. Depuis 1945, la marine française n'a jamais été aussi petite qu'aujourd'hui.
Nos stocks, notamment de missiles air-air, ne sont pas à un niveau suffisant. Nous arriverions assez rapidement à bout de chargeurs. Une armée à l'os. Et les chiffres donnent le vertige face à la menace russe. La France produit 100 000 obus par an, ce que tire parfois la Russie en 3 jours sur le front. Ce qu'on constate, c'est que la masse, le volume, ça compte. Combien vous êtes capable de mettre d'hommes sur le terrain, combien vous êtes capable de fournir de coups d'artillerie par jour. On n'avait jamais imaginé de tirer des milliers d'obus par jour. On raisonnait en milliers. En Ukraine aujourd'hui, on compte en centaines de milliers. On est passé d'un rapport de 1 à 100. Un manque critique de masse humaine aussi. Actuellement, la Russie mobiliserait 420 000 combattants en Ukraine. La force opérationnelle terrestre française, elle, est de 77 000 soldats. Mais en cas de conflit, en raison des rotations, l'état-major dit pouvoir projeter environ 20 000 hommes seulement. L'armée pourrait ainsi tenir 80 km de front, par exemple pour défendre la Pologne. Car selon des projections militaires, il faut 5 000 hommes pour tenir 20 km de front. C'est des plans officiels. 4 brigades, une brigade 20 km, 4 x 20, 80. Voilà, c'est aussi arithmétique que ça. Ça fait mal parce que se dire que l'armée française tiendrait 80 km sur un front qui en fait plus de 1000, on se dit, oula, c'est pas génial. C'est clair que l'armée française toute seule n'arrêtera pas l'armée russe si elle perce le front ukrainien. Mais la France ne serait pas seule face à la Russie. Elle interviendrait au sein de l'OTAN. Une organisation militaire puissante, capable de mobiliser plus de 300 000 hommes et mieux équipée que la Russie. La France est aussi le seul pays de l'Union européenne à disposer depuis les années 60 de l'arme ultime, la bombe nucléaire. La France est un État doté d'armes nucléaires, et qu'en fait la dissuasion est au cœur de nos stratégies de défense. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Pour se défendre, la France n'a pas besoin de faire tuer 500 000 hommes. Avant, elle a une dissuasion. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que la dissuasion nucléaire suffit pour répondre à toutes les menaces, à toutes les situations dans lesquelles on pourrait se trouver? La réponse était évidemment non. On peut se trouver confronté à des dizaines de situations dans lesquelles on a besoin de matériel, d'armement qui ne soit pas de l'armement nucléaire. Croire que ça nous protège de tout, mais c'est de la folie. Un constat qui a amené le président Macron à réclamer une montée en puissance de notre armement. Juin 2022, 5 mois après l'invasion russe, le chef des armées, le président Macron, exhorte les industriels de la défense à passer à la vitesse supérieure. Mesdames et messieurs les dirigeants d'entreprise, nous entrons dans une économie de guerre, ce qui est un changement pour beaucoup d'entre nous. Soyons lucides, qui va nous obliger à investir davantage pour les États, à être plus exigeants avec les industriels pour ces derniers, à être encore plus innovants, plus rapides. Tout a changé. 2 ans après ce discours, est-on entré en économie de guerre? Autrement dit, notre industrie de l'armement produit-elle beaucoup plus vite et moins cher? Le secteur regroupe plus de 2000 entreprises. Leur activité se structure autour des commandes passées par les 10 géants de l'armement, parmi lesquels Naval Group, qui produit les sous-marins, Dassault, le constructeur du Rafale, ou KNDS, qui fabrique à Bourges tous les canons de l'armée française, à partir de ces tuyaux d'acier. Vous avez ici du 30 mm qui est le canon du Rafale, du 20 mm qui est décliné pour des applications hélicoptères ou tourelles marines. Vous avez ici du 40 mm qui équipe notre fleuron, le Jaguar actuellement.
Détenu à 50% par l'État, le groupe franco-allemand KNDS a acquis une renommée internationale grâce à ce canon. Une fois installé sur un camion, il prend le nom de canon César. 30 ont déjà été livrés aux Ukrainiens. Un calvaire pour les Russes. Il peut tirer 6 coups sur des cibles à 40 km en moins de 3 minutes et quitter les lieux, rendant les tirs de contre-batterie quasi inefficaces. Les soldats ukrainiens ont eu un coup de foudre pour ce canon, au point de lui déclarer leur flamme. Pour livrer les Ukrainiens et l'armée française, KNDS a quadruplé sa production de César, passant de 2 à 8 par mois. Mais actuellement, la France ne dispose que d'une 60aine de César, loin des 5000 canons russes qui seraient actuellement déployés sur le front. On est très très bon en France en termes d'industrie de défense, mais cette industrie, elle a été depuis 30 ans formatée pour produire presque comme de l'industrie du luxe. On produit des choses d'extrêmement bonne qualité, très chères, lentement et en relative petite quantité, comme l'industrie du luxe. Et tout d'un coup, on se dit, ah ben oui, mais il faut changer de modèle, il faut repasser à un modèle, on va passer du luxe au prêt-à-porter, quoi. Sur un autre site, voici la machine qui produit les munitions de 155 mm du César. Elle tourne 24 heures sur 24. L'objectif, c'est de faire 100 000 obus par an sur l'ensemble des 3 unités que nous avons sur les sites de KNDS Armes France. 20% de ces obus sont destinés à l'armée française. Le reste partira pour l'Ukraine. De quoi tenir 4 jours sur le front. Pas de quoi livrer une guerre de haute intensité. Si vous voulez monter à 500 000 obus, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Multiplier par 5 toutes les installations qu'on a chez nous sur le site. Ça, c'est possible. Tout est possible, mais encore une fois, c'est une question d'investissement et de financement. KNDS a déjà dépensé 300 millions d'euros pour augmenter ses capacités de production, mais refuse d'investir davantage sans financement de l'État. À cette impasse financière s'ajoute une autre difficulté. L'industrie peine à recruter. Vous avez des postes vacants aujourd'hui? À peu près 18-20 postes qui sont vacants à date et sur lesquels on a des difficultés à trouver du personnel qualifié dans le domaine de la mécanique notamment. Une fois usinés, ces obus doivent être chargés en poudre à canon. Nouvel obstacle, comme les masques pendant la Covid, la France découvre qu'elle a abandonné cette production et qu'une des composantes essentielles de la poudre à canon vient de Chine. Hier, sans conséquence, on réalise que la défense de notre territoire dépend aujourd'hui d'un allié majeur de la Russie. Comme c'est un produit à faible valeur ajoutée qu'on ne s'attendait pas à avoir à produire en masse, on s'approvisionnait tranquillement en Chine. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine commence. Curieusement, les Chinois ont cessé quasiment totalement de nous en vendre. Surpris une nouvelle fois, l'exécutif dans l'urgence tente de relocaliser cette production. En avril 2024, le chef des armées pose la première pierre d'une usine de poudre en Dordogne. Cette usine sera terminée au premier semestre 2025. De 2017 à 2030, on aura doublé le budget de la défense, ce qui est absolument considérable. Malgré les slogans et un effort financier sans précédent depuis la fin de la guerre froide, on ne transforme pas un outil industriel complexe en quelques mois. L'économie de guerre telle que l'a enclenchée par exemple la Russie, on en est loin. L'usine de poudre de Bergerac produira 120 tonnes de poudre par mois,
De quoi charger environ 7500 obus. Un volume à des années-lumière des productions russes, environ 250 000 obus par mois. Nous ne fabriquons plus seuls, ni en quantité suffisante l'intégralité du matériel militaire dont notre armée a besoin. Encore plus préoccupant, les nouveaux équipements en train d'être livrés à nos troupes sont pour certains inadaptés. En grande banlieue parisienne, Eurosatory, l'un des plus importants salons de l'armement. Des chefs militaires des 4 coins du globe sont venus faire leurs emplettes. Et voici ce qu'ils peuvent acheter. Des hélicoptères de combat, des missiles, des drones suicides, auprès de 1700 exposants venus de 62 pays. Pour se vendre, l'industrie peut compter sur nos militaires reconvertis en VRP de l'armement. Et même en acteurs pour vanter les qualités des blindés légers de l'armée française, une sorte de téléshopping où le Griffon, le Serval et le dernier venu, le Jaguar, sont présentés comme des bêtes de combat. En haut de notre colline devant vous, vous pouvez voir se déployer le Jaguar. Le Jaguar est un engin blindé de très haute technologie. Le VBCI a été déployé pour les opérations au Mali. Des véhicules conçus pour des guerres asymétriques, les fameuses OPEX, selon Léo Peria-Peigné, spécialiste des politiques d'armement. Si on se met comme ça, vous êtes un angle pas trop mal sur les 3 véhicules. Ils sont inadaptés pour les vraies guerres type Ukraine. Le principal transport de l'armée de terre qui va être donc le Griffon. Vous le voyez, on a un véhicule de transport qui est assez haut parce qu'il a été pensé pour résister d'abord à la principale menace rencontrée par les armées en Afrique, à savoir les explosifs improvisés placés sur la route, qui sont donc ce qu'on appelle les IED. Donc le véhicule est très haut parce que le souffle d'une explosion qui arriverait sous le véhicule doit pouvoir s'évacuer sans blesser l'équipage. C'est très important. On le retrouve sur le Jaguar, on le retrouve sur le Serval, c'est un des éléments constitutifs. Ils sont envisagés pour un terrain qui va être sec, un terrain qui va être très chaud, ces véhicules sont climatisés. Maintenant, le fait est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit depuis 2 ans en Ukraine montre que les besoins sont peut-être un peu différents. Sur un terrain qui va être bouleversé par de l'artillerie, rempli de shrapnel, confronté à des explosions sur les côtés plutôt qu'en dessous, si vous voulez, ça va être un petit peu plus difficile parce que tout simplement, ils n'ont pas été pensés pour. Une incompatibilité vérifiée sur le front ukrainien. La France a livré une quarantaine d'AMX RC-10 à l'Ukraine, l'ancienne génération de nos blindés légers. Un désastre selon ce militaire ukrainien cité par Le Point. Envoyer ces véhicules à l'attaque est inutile car cela met en danger l'équipage. Leur blindage léger les rend inadaptés à l'attaque. Pourquoi notre matériel militaire répond-il aux guerres d'hier, mais pas d'aujourd'hui? Pour le comprendre, allons sur le stand du ministère des Armées. Ici, on prétend concevoir les équipements de demain. Au milieu trône ce drone, le Patroller avec ses 18 mètres d'envergure, un drone tactique destiné à guider les troupes au sol. Commandé en 2016, il devait être livré 2 ans plus tard, mais il n'est finalement entré en service qu'en 2024. Un programme qui a déjà coûté 300 millions d'euros, ce qui plonge un peu dans l'embarras l'officier chargé des évaluations de ce drone. Il est très critiqué et je le comprends puisque en termes de délai, en termes de ce qu'on attendait et de ce qu'on aurait voulu avoir, on a un décalage parce que on l'aurait eu effectivement s'il n'y avait pas eu de problème. Entre autres son crash lors d'un essai en 2019, dont aucune image n'a fuité. Le programme est alors mis à l'arrêt, puis relancé, alors que la guerre en Ukraine éclate.
Problème, les températures sont souvent glaciales sur le flanc Est, nouveau théâtre d'opération des forces françaises, et ce drone déteste le froid. Il n'a pas été conçu complètement au départ pour faire face à la haute intensité à l'Est, donc nous, on le réadapte pour pouvoir l'employer. Il est équipé d'un système anti-givre pour résister. Alors, non, il n'est pas si équipé de système de dégivrage. Donc c'est à nous d'éviter les cellules givrantes, d'éviter les zones dangereuses. Le spécialiste des systèmes d'armement est moins optimiste pour ce drone, conçu pour des opérations où nous avions la maîtrise totale du ciel. Est-ce qu'on pourrait le déployer sur le front ukrainien? On peut. Maintenant, il va falloir accepter d'en perdre. Parce que, voilà, encore une fois, il est très grand, il n'est pas très rapide, il est assez repérable au vu de sa taille et de sa composition. Donc, il risque d'être ciblé par l'adversaire qui le verra et qui pourra le détecter et l'abattre. Pour Léo Peria-Peigné, une des explications du fiasco du Patroller s'explique en 3 lettres, DGA, pour Direction Générale de l'Armement, l'administration militaire chargée d'équiper nos forces. Notre travail, c'est d'être expert au profit des forces. Moi, mon but, c'est d'avoir le véhicule le meilleur possible pour que dans les forces, ils aient aucun problème. Ce qui est aujourd'hui un des gros problèmes, c'est que pour qu'un système soit acheté par les armées, il faut qu'il soit qualifié, donc reconnu, évalué par la DGA. Il y a des listes d'attente qui sont assez complexes et c'est long. Des procédures administratives qui ont ralenti le programme à chaque étape de son développement, selon cet ingénieur du Patroller filmé en caméra cachée. C'est pour l'armée de terre, mais on est sur un objet avec des contraintes réglementaires de certification qui correspondent quasiment aux standards de l'aviation commerciale. Donc au fur et à mesure qu'on applique la norme, là il va falloir aller un peu plus loin dans les justifications, dans les détails, etc. Et bien à la fin, c'est du papier. Une inertie qui a aussi ralenti le programme du drone européen. Un drone d'attaque qui devait notamment servir pour des frappes ciblées. Commencé en 2004, il ne sera pas livré avant 2030. La France a dû se résoudre à acheter un drone américain, le Reaper, quitte à céder une partie de notre souveraineté. Il faut bien comprendre que le drone mâle Reaper américain nécessite l'autorisation du Congrès et qu'il appartient aux Américains, que les Américains le maintiennent en état, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir en gros, on n'a pas le droit d'ouvrir le moteur, on n'a pas le droit de regarder ce qui se passe dedans. Les images appartiennent aux Américains et les autorisations de survol sont données par les Américains. Donc en fait, on est complètement dépendant des Américains. Donc oui, c'est un échec dans la mesure où on en est toujours aujourd'hui avec le Reaper. Ce dont nous disposons quand on lit ce tableau, ce sont essentiellement des micro-drones et des mini-drones. Le Black Hornet, là, dont on parle, il y en a 600 en 2025. Ce sont des tout petits drones qui font la taille d'une libellule, qui sont utilisés notamment par les forces pour aller dans des bâtiments, pour aller voir l'état du bâtiment, s'il y a ou non des forces adverses et autres. Et quand on est sorti de ces micro-drones et des mini-drones, en fait, il ne reste plus grand-chose. Un échec systémique préoccupant. Depuis la guerre en Ukraine, les drones sont devenus des armes capables de changer le cours d'une bataille. Comme ici, où ils ont empêché la progression des forces russes vers Kiev. La France a pris du retard pour fabriquer des drones, mais aussi pour résister à leurs attaques. Fin mai 2024, l'armée nous accueille au 501e régiment de chars dans le Grand Est. Cette unité de cavalerie est la première à avoir reçu des chars Leclerc rénovés. Autrement dit, nos blindés lourds conçus avant la guerre froide ont été modernisés pour être déployés sur les nouveaux champs de bataille. Rénové, le Leclerc a été rebaptisé Leclerc XLR. Sur le XLR, maintenant, on a une plaque contre-iodée qui a été installée sous le châssis. Donc c'est une plaque qui est incurvée. Si vous voulez monter, la partie faible du char, c'est tout ce qui est 3D. Donc les menaces qui viennent du haut. Les hélicoptères étaient la plus grosse menace. Et depuis 20 ans, on se rend compte qu'avec la montée en puissance des drones,
c'est le côté faible. Vous avez un surblindage sur le côté latéral et vous avez ce qu'on appelle du slot armor, c'est du anti-RPG, anti-lance-roquette. Sur le toit, il n'y a pas plus de protection que ça pour l'instant. Il n'y a pas de surblindage? Il n'y a pas de surblindage, pour l'instant c'est pas prévu, ça sera sûrement rajouté. Ce qu'on voit en Ukraine, c'est qu'ils rajoutent des... En fait, ils bricolent leurs chars, ils rajoutent des plaques de surblindage eux-mêmes. Quand le programme de rénovation du char Leclerc a été imaginé, nous étions dans une posture géostratégique complètement différente de celle que nous avons aujourd'hui. Les drones ne faisaient pas partie de la menace. Et donc, l'état-major a jugé qu'il y avait un seuil que l'on pourrait qualifier de minimal pour rénover le char Leclerc. Une rénovation limitée qui coûte pourtant 1,5 million d'euros par char. En cas de conflit avec la Russie, l'armée française pourrait aussi devoir se priver de plusieurs centaines de soldats, parmi les plus aguerris. Au camp Raffaelli, les légionnaires du 2e régiment étranger de parachutistes ont le doigt sur la couture. Le chef d'état-major des armées passe en revue cette troupe d'élite. Afghanistan, Centrafrique, Mali et maintenant Europe de l'Est, cette unité est très souvent projetée pour régler des crises. C'est ainsi que les drapeaux de la Légion étrangère se sont couverts de gloire pour la France. Il y a une nécessité de se tenir prêt à tout, y compris à l'affrontement de haute intensité. 150 nationalités sont représentées dans la Légion. Parmi eux, selon les chiffres de 2022, 450 Russes et 710 Ukrainiens. Malgré l'invasion russe en Ukraine, selon l'officier en charge du camp, la guerre n'a pas de répercussions au sein du 2e REP. Ça, c'est la magie de la Légion. Depuis la guerre en Ukraine, au régiment, il n'y a pas la moindre bagarre, il n'y a pas le moindre accrochage, il n'y a pas la moindre... Et pourtant, vous avez effectivement des gens qui ont des opinions différentes et qui viennent des 4 coins du monde. Mais ils ont l'habitude, depuis qu'ils sont dans la Légion, que ici, c'est la République française. Ils sont aux ordres de la République française. Ce qu'ils pensent de leur pays et de les zones dans lesquelles ils ont pu grandir, ça ne regarde qu'eux. Et ils n'en font pas état en service. Donc non, c'est pas un sujet au régiment. Légionnaires russes et ukrainiens, frères d'armes donc, en toutes circonstances. Crâne tondu, regard de plomb, ce caporal-chef ukrainien raconte une toute autre histoire. Mikhailo Gerdin a servi la Légion pendant 11 ans et a participé à plusieurs OPEX. Ici, plusieurs décorations. Il y en a des médailles. Défense nationale d'or avec étoile de bronze. Mais en juillet 2022, suite à une altercation avec un légionnaire pro-russe, il est exclu de la Légion pour insubordination. Une sanction intervenue après des années de tensions au sein de la Légion entre pro-russes et pro-ukrainiens que sa hiérarchie tenterait de masquer, selon Mikhailo Gerdin. Ce qu'il fait, il juste cacher les problèmes, cacher les gros problèmes qui existent au 12e REP entre les légionnaires russes et ukrainiens. Il cachait le problème parce qu'il voulait garder la bonne image de son régiment. Légion, il y en a des sectes russes. Ça veut dire les gens qui sympathisaient des forces russes, sympathisaient de Poutine. Donc, comme j'ai entré au bureau pour leur faire la rendre compte, ou demander les papiers, ou signer quelque chose, au bureau, j'ai vu les photos de Poutine et Staline à côté. C'est des petites photos, des grandes photos? Non, ça c'est photo comme ça. Je ne sais pas c'est quelle taille, mais ça c'est photo bien visible. Donc ça c'est photo format A4. D'autres légionnaires confirment l'existence de groupes pro-Poutine. Dans le bureau d'un des Russes, j'ai vu qu'il y avait des photos de Poutine et de Staline aussi.
Il rencontre 2 de ses supérieurs hiérarchiques et enregistre leur conversation. Et pourquoi adjudant-chef ramenait cette guerre civile ici à Légion? Ça, c'est pas que pour le comportement des légionnaires. Si tu sois un drapeau tout blanc, tout rouge, tout bleu, tout vert, ou avec une tête de Mickey dessus, c'est pareil. Toi, tu peux jouer l'intellectuel de base, mais toi, on va tout faire. Tu continues comme ça, le Seigneur est au courant. On va tout faire pour te punir. Moi-même te dégager d'ici. Pour des steaks trop cuits. Steak haché, carbonisé. Immangeable. Ses supérieurs condamnent Mireille Augerdine à 20 jours de prison pour négligence au travail et insulte. Le para refuse d'être incarcéré, une insubordination qui conduira à son exclusion. Voilà 12 steaks chef qui est en cours de préparation. C'était à peu près comme ça, les 2 steaks? Oui. Pour ça, j'ai payé la grosse facture. J'ai perdu les boulons, j'ai perdu la carrière, j'ai perdu tous les sens de ma vie. Le commandement de la Légion n'a pas souhaité réagir sur une affaire en cours. Mireille Augerdine espère lui toujours sa réintégration et se tient prêt. Si la France demain entrait en guerre contre la Russie, je suis prêt, engagé, il fait le service pour la France. Parce que c'est un pays que j'adore. Les légionnaires russes auraient, eux, le droit de refuser de se battre. Cette affaire, qui pourrait sembler anecdotique, jette la lumière sur un problème bien plus profond. Il y a quand même dans la hiérarchie militaire, la haute hiérarchie militaire, une forme de complaisance, on va dire, vis-à-vis de la Russie, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres armées européennes. Du côté des renseignements militaires, on redoute des infiltrations russes. Le climat est particulièrement tendu. La DRSD qui est là pour fliquer, pour suivre, pour espionner ses propres troupes par des moyens parfois très intrusifs. Il y a des rappels, des mises en garde qui sont faits aussi de tous les grades à ces questions d'influence, d'infiltration, d'espionnage. Un lieutenant-colonel français aurait ainsi transmis des informations sur l'OTAN au service russe. Il a été mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère. Face à la menace russe, la France n'est pas la seule à remettre son armée à niveau. Les 31 autres pays de l'OTAN ont lancé des programmes de réarmement. Sur le terrain, les soldats mélangent les nationalités, de sorte à ne former plus qu'une seule et même armée. Les pays européens se préparent à se passer de la tutelle américaine. 60 à 70% des hommes et du matériel de l'OTAN sont fournis par les États-Unis. Ce lance-roquette peut faire la différence. Tu vois cette tranchée là-bas? Je peux tirer à une certaine hauteur, ça va exploser au-dessus de la tranchée et ça va tuer tout ce qu'il est en dessous. Avec l'élection de Donald Trump, les États-Unis pourraient drastiquement diminuer leur contribution, laissant la France et ses alliés européens seuls face à la Russie.